Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de culture ukrainienne. Je suis comme d'habitude en présence d'Irina Solovi et aujourd'hui en compagnie d'Alexis Odonné. Alexis est traducteur et gérant des réseaux sociaux francophones de l'Ukraine Crisis Media Center, un super site internet dont on reparlera plus tard. Il vit en Ukraine depuis 2020 et parle couramment l'ukrainien. Bonjour Alexis. Euh, Bonjour. Dans cette vidéo, du coup, nous allons commencer par une petite présentation. Donc, Irina te posera quelques questions sur ton parcours. Pourquoi l'Ukraine? Qu'est-ce qui t'y a amené? D'où vient ton intérêt? Nous échangerons ensuite sur l'apprentissage de la langue ukrainienne, puisque tu es passé de francophone à maintenant fluide en ukrainien. C'est pas un apprentissage simple. Et on finira par quelques anecdotes autour de cet apprentissage et puis de la langue ukrainienne en général. ouais. Et surtout, on va vous donner beaucoup de conseils pour ceux qui veulent apprendre ukrainien. Ouais. Donc, Alexis, comme Charles l'a dit, qui parle couramment ukrainien depuis seulement quelques années. Ton première année, quand tu as commencé à apprendre ukrainien, c'était quelle année? 2016, 2018? Non, 2018, j'ai commencé en 2018 à 2018. l'université à l'INALCO. Donc, en gros, c'est 5 ans, pardon, 7 ans que tu apprends ukrainien depuis que le premier. De, depuis 2018, je l'apprends passivement, mais je l'ai appris activement à l'université pendant mes trois années d'université à l'INALCO, mes 3 années de licence. Donc, oui, parle-nous par quoi commençait ton parcours d'apprentissage ukrainien et comment tu es arrivé au fait que tu vis maintenant en Ukraine. Parce que Alexis, tu as mentionné ça, que tu vis en Ukraine depuis 2020. Ouais. Alors c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu à la base. Moi, je voulais pas, enfin, j'avais pas, en fait, je savais pas à quoi ressemblait l'Ukraine même quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien. Je connaissais très peu sur l'Ukraine. J'avais juste rencontré des Ukrainiens qui m'ont du coup inspiré à apprendre l'ukrainien. Et en fait, j'ai décidé de chercher une université après mon volontariat parce que j'ai fait une année de volontariat à Londres à mes 18 ans. Je suis parti directement à Londres avec le YMCA, donc l'organisation assez connu et du coup on a fait du volontariat à Londres et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré des Ukrainiens qui m'ont inspiré et je sais pas, ils m'avaient l'air sympa et du coup j'ai décidé de chercher une université. J'ai tapé sur à l'époque c'était le site Parcoursup, je pense. J'ai tapé sur ce site ukrainien comme spécialité, j'ai eu ce choix et du coup j'ai mis ça en premier choix. On avait des souhaits à l'époque. J'ai mis ça en premier choix et du coup j'ai été pris. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai appris l'ukrainien, j'ai commencé à l'université. Donc on était deux avec mon camarade de classe Tanner qui est un Américain et qui lui connaissait déjà le russe à l'époque. Ce qui, même si l'ukrainien et le russe sont des langues très différentes, l'a avantagé étant donné qu'il connaissait l'alphabet cyrillique. Et les alphabets cyrilliques entre l'ukrainien et le russe diffèrent, mais c'est quand même, ils sont quand même similaires sur beaucoup de points. Et il savait lire, écrire. Et donc c'était compliqué pour moi de rattraper un peu ce retard, mais j'ai su le faire et en une semaine à peu près, j'ai appris l'alphabet. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, par exemple. J'ai passé beaucoup de temps pour apprendre l'ukrainien et j'ai appris à parler plutôt couramment, disons en 6, 7 mois, grâce à l'INALCO. Donc l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris qui est un des seuls établissements en Europe qui propose un diplôme donc en langue ukrainienne. Donc ce diplôme qui m'a aidé dans beaucoup de domaines et qui m'a permis surtout de faire en fait lors de ma troisième année d'études à l'INALCO, j'ai fait directement un échange en fait à l'aide d'Erasmus+. J'ai fait un échange à l'Académie Morila de Kiev. Donc à Kiev, à l'époque, c'était à distance, donc j'habitais déjà à Lviv, donc j'ai fini mes études officiellement en 2021, mais Ah, j'ai tu as déménagé en habité déjà, Ukraine. donc tu as déménagé déjà à Ouais, Lille. c'est ça, c'est ça. J'ai déménagé en fait en Ukraine lors de ma troisième année d'études. Je voulais déménager avant. En fait,
pour la première fois où j'étais en Ukraine, c'était en octobre-novembre 2018, donc un mois et demi après avoir commencé à apprendre l'ukrainien. Mhm. Et Ce qui est logique, en fait, que visiter le pays par c'est ça, la langue. exactement. Ce serait logique de le visiter avant d'apprendre la langue, mais j'ai décidé d'apprendre la langue et après visiter le pays. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé l'Ukraine et j'ai voulu y vivre. Et en mai, je suis parti. J'ai fait du volontariat aussi avec un programme qui s'appelle GoCamp, qui en fait sert à enseigner des langues étrangères à des enfants de villages en Ukraine. Et moi, du coup, j'avais enseigné pour le coup à Kiev, j'avais enseigné le français du coup à des Ukrainiens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des amis. C'est comme ça que ça m'a beaucoup aidé aussi d'être dans cette famille parce que j'étais dans une famille ukrainienne du coup et j'enseignais l'ukrainien dans l'école où leurs enfants Mhm. étaient scolarisés. Être dans une famille ukrainienne pendant, je crois que c'était 10 jours, m'a énormément aidé à me familiariser avec l'ukrainien. Et en Ukraine, je parlais anglais que avec mes amis proches. Où vraiment, il fallait voilà, de la discussion un peu compliquée, etc. Mais sinon, j'essaie de parler ukrainien au maximum. Et au bout d'un an et demi, avec tout le monde, je suis passé à l'ukrainien directement. Donc voilà. Oui, c'est quand même incroyable que tu aies intégré à Inalco en 2018, c'est ça? Et C'est ça. j'imagine pas cette image. En fait, tu viens et on te dit, voilà, Alexis, on présente ton classe à une personne. Tu vas faire l'étude E- avec les. Est-ce que Effectivement. maintenant, est-ce que tu as l'information sur Inalco? Peut-être maintenant, ils ont plus des élèves qui apprennent ukrainien. Comment ça se passe maintenant à Inalco, si tu as cette information? Ouais. Alors, des dernières informations que j'ai, parce que des fois, il y a des Français qui viennent ici à Lviv et moi, j'aime bien montrer la ville, voilà, les aider, etc. pour dans leur démarche. Par exemple, j'ai eu un Français l'année dernière qui voulait faire du volontariat en Ukraine, qui voulait aider. Et du coup, on a été ensemble à Kiev, on a été ensemble à Lviv et il m'a parlé de l'INALCO, justement. Et il m'a dit que en ce moment, il y avait beaucoup plus d'élèves du coup qu'à l'époque, moi où j'étudiais en 2018, c'était même avant l'élection de Zelensky, il a été élu Mhm. en 2019. L'ukrainien, c'était pas la matière la plus populaire à l'INALCO, voilà, malheureusement. Mais en tout cas, moi, ça m'a. Au final, c'est mieux en fait. C'est comme des cours privés, sauf que c'est dans une université Tout publique. à Et en fait, fait, hein. le fait d'avoir cette, cette le mot en ukrainien comme ça me vient, mais euh, Dis-moi, peut-être je traduis. bliskist. C'est bliskist Bliskist, выкладача. être proche, La proximité. la Voilà, le proximité. fait, la proximité, voilà, c'est ça que je C'est cherchais. incroyable. La Le français proximité. qui oublie sa langue natale. Ça m'arrive malheureusement parce que la langue que je pratique le moins en ce moment, je pratique trois langues, l'anglais, l'ukrainien et le français. Et le français, malheureusement, je le pratique pas énormément en ce moment. Mais Assure-toi, c'est comme je pareil disais, pour moi. ouais, voilà. Mais J'ai comme je disais, oublié ukrainien aussi, des la fois. proximité avec mes professeurs, au final, avec nos professeurs, avec Tanner, mon camarade de classe avec qui j'ai gardé contact, bien évidemment, ça nous a permis, en fait, d'en apprendre beaucoup sur, donc déjà, l'histoire de l'Ukraine, parce qu'on faisait beaucoup de parenthèses aussi, par exemple, avec notre professeur principal, donc d'expression orale et écrite, Madame Irina Dmitrichin, qui est traductrice aussi de l'ukrainien en français. Euh, donc ça nous a permis en fait ces parenthèses d'en connaître beaucoup sur l'Ukraine, d'en connaître beaucoup sur son histoire et d'avoir vraiment des informations clés, donc des informations essentielles pour nous guider, pour nous motiver aussi. Moi, ça m'a beaucoup motivé d'en apprendre plus sur l'Ukraine, d'en apprendre plus sur les Ukrainiens, puisque plus j'en savais sur l'Ukraine, plus j'en savais sur les Ukrainiens, plus ça m'a motivé à apprendre la langue en fait, parce que la langue c'est pas seulement un outil de communication, une langue, c'est aussi une histoire, c'est aussi des racines. Voilà, c'est ça qui est très important avec l'ukrainien et qui est remise en cause aujourd'hui. Ouais, on va revenir justement sur les différences de langue les conseils à vous donner pour apprendre l'ukrainien pour ceux qui veulent. Et même on peut, est-ce que Alexis, on peut pour nos spectateurs de
pas conseiller, mais inviter si vous cherchez euh, université où vous êtes passionné des langues slaves et notamment ukrainien et Ukraine, vous pouvez vous intégrer à INALCO. Ouais, totalement. L'INALCO, c'est le meilleur endroit en France que je connaisse. Après, ça fait un moment que j'ai pas étudié en France, mais à ma connaissance, c'est le meilleur endroit en tout cas pour apprendre l'ukrainien. Si vous voulez le faire donc sous un cursus universitaire, il y a d'autres options aussi. Vous pouvez faire un double cursus avec une autre langue. Il y a énormément d'options que l'INALCO propose et c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'être guidé. Donc c'est bien de le faire tout seul, etc. Parce que moi j'apprenais beaucoup dans mon coin, mais j'étais guidé par ce fil rouge en fait qui était l'INALCO, qui était mes professeurs, mes différents professeurs qui nous ont guidés en fait dans ce chemin, qui nous ont montré la lumière pour apprendre l'ukrainien. Voilà. Ouais. Du coup, moi j'ai une question justement pour essayer de mieux comprendre. L'INALCO, donc si je comprends bien, c'est langue et civilisation orientale. Ça veut dire que l'Institut lui-même ne se concentre pas que sur l'ukrainien et que probablement, je sais pas, biélorusse, polonais, russe et d'autres civilisations sont représentées. Toi, dans ton cursus, qu'est-ce qui t'ont apporté? Est-ce que ça a été uniquement des études en linguistique? Est-ce que ça a été plus des études avec le côté historique de l'Ukraine? Est-ce que c'était centré Ukraine ou est-ce que les autres pays étaient quand même abordés dans l'environnement de l'Ukraine? Voilà, comment ça se situait tout ça? Ouais. En fait, on avait donc des cours d'ukrainien, donc de langue. On avait également des cours d'art, des cours d'histoire, des cours de littérature. Donc ça répartis sur différentes années, des cours de traduction aussi avec Madame Metecherin qui me sont vraiment chers, ces cours de traduction qui m'ont beaucoup aidé dans mon chemin. En fait, on a dû aussi choisir des options obligatoires en fait, parce qu'on a ce système de crédit en fait pour avoir un diplôme européen, il y a ce système de crédit et il fallait choisir d'autres langues, d'autres matières, etc. Et donc en première année, moi j'ai décidé de choisir le polonais en deuxième langue en fait à apprendre, en deuxième matière. Donc j'avais une ou deux matières en polonais. Donc j'ai dû apprendre le polonais et en deuxième année j'ai fait le bélarusien. Donc j'ai décidé d'apprendre le bélarusien parce que c'était en fait à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais à l'époque le bélarusien c'était une filiale en fait du russe. Si les étudiants apprenaient le russe et c'est une situation vraiment tragique, s'ils apprenaient le russe, enfin ils pouvaient choisir en option en fait le bélarusien. Et donc, moi, j'ai choisi cette option de bélarusien qui m'a beaucoup aidé puisque le bélarusien et l'ukrainien sont très similaires. On en reparlera après, bien sûr. Ouais. Et en troisième année, j'ai choisi la géographie de la Pologne, quelque chose comme ça. Donc, on reste en fait sur ce terrain-là. Donc, on doit choisir quelque chose qui est lié plus ou moins à la civilisation ukrainienne. Mais voilà, moi, si j'avais eu le choix, j'aurais garder voilà que des matières ukrainiennes disons, Ouais. mais voilà ce système de diplôme européen nous Mais pousse en tu fait as à fait le faire ce choix. choix très, très malin. En fait, tu as choisi les langues qui sont très proches par rapport à russe. Tu n'as pas choisi russe parce qu'il est beaucoup plus loin que biélorusse et ukrainien Oui, et polonais. exactement. Et on m'avait conseillé d'ailleurs mon camarade de classe aussi m'a dit apprends le russe, etc. Ce sera mieux pour toi, ce sera plus facile. Mais à l'époque, en 2018, moi, après avoir écouté un peu, voilà, mes professeurs, avoir écouté l'histoire de l'Ukraine, Mm. pour moi, c'était évident que le choix était dans d'autres matières que le russe. Mm. Euh, Nous voulons savoir par quoi les Ukrainiens t'ont inspiré. Tu nous as dit que voilà, j'ai rencontré les Ukrainiens quand j'étais volontaire qui m'a inspiré et c'est pour ça mon parcours a commencé. Donc, Ouais. par quoi? Euh, alors, c'est les mêmes thèmes en fait qui sont abordés aujourd'hui, qui à l'époque n'étaient pas du tout connus en fait du grand public. C'est la volonté des Ukrainiens, leur motivation, En fait, c'est vraiment j'ai commencé à le découvrir en 2018 quand j'ai rencontré ces Ukrainiens. C'est vraiment un peuple unique. C'est un peuple unique au monde et c'est un peuple dont on ne parle pas assez en fait et ils ont vraiment une chaleur humaine en fait
qui est complètement contradictoire aux stéréotypes qui peuvent être les Ukrainiens, ils sourient pas, ils sont froids, etc. J'ai entendu beaucoup ça de Français qui soit me parlaient de l'Ukraine, soit venaient ici. On me disait oui, mais les Ukrainiens, ils sourient pas, etc. Et mon père, récemment, est venu en Ukraine. Et il m'a dit, mais c'est complètement faux. En fait, il suffit juste de s'intéresser un minimum et moi, je remarque, en tout cas, quand je parle leur langue, les Ukrainiens, ils font que sourire, etc. Quand j'étais avec mon père, ils souriaient tout le temps, ils étaient tout le temps souriants. Donc, les Ukrainiens, en fait, une fois qu'on s'intéresse à eux, une fois qu'on a cette notion de partage, ils partagent ce moment, en fait, avec nous. Ils partagent leur histoire et ils aiment ça, ils adorent ça. Ils ont vraiment une chaleur humaine que moi, j'ai vue dans très, très peu d'endroits j'avais beaucoup voyagé à l'époque avant de connaître l'Ukraine et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en fait. Et c'est la principale différence parce que quand j'étais volontaire, il y avait également des Russes aussi. Il y avait sur un même projet, on avait des Russes, des Allemands, des Espagnols, des Ukrainiens et il y avait vraiment une différence humaine frappante entre les Russes et les Ukrainiens que moi à l'époque j'ai remarqué et qui m'a inspiré à apprendre l'ukrainien, par exemple, pas à apprendre le russe pas à m'inspirer de la culture russe, etc., mais à m'inspirer de l'Ukraine. Mm. Tu as déménagé en Ukraine, donc 2020, c'est avant La le grande grand invasion. invasion, pardon. Comment justement ton père, ta maman ont réagi à cet événement qui est arrivé à 2022, que tu es en Ukraine et tu Mhm. continues, que tu voulais continuer quand même ta vie là-bas? Ouais. Alors déjà, dès le début, mes parents, dès le début des études, mes parents étaient très suspicieux, n'avaient pas vraiment. euh, En fait, ils s'inquiétaient pour moi. Ils savaient pas ce que j'allais faire avec un diplôme d'ukrainien. Et à vrai dire, moi non plus. Mais en fait, ce qui me passionnait, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire, entre guillemets, ce que je voulais, en tout cas en termes d'études, euh, j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire ce qui me passionne. Et l'ukrainien, ça m'a vraiment passionné dès le début. Et je m'inquiétais pas de voilà qui j'allais être, quel travail j'allais faire, etc. J'avais juste cette passion en fait qui m'enflammait vraiment quand j'apprenais l'ukrainien. Et mes parents ont vu ça. Enfin, mes parents sont divorcés. J'habitais avec ma mère. Ma mère, même si on n'était pas très proches à l'époque, elle le voyait. Elle voyait que j'étais tout le temps dans ma chambre à réviser l'ukrainien, que je faisais tout absolument en ukrainien, que j'étais entouré de ça. Et mon père aussi voyait beaucoup tout ça. Donc, euh, pour eux, je pense que c'était un choix logique pour moi voilà, de déménager en Ukraine. Et mon père, une fois, est venu me voir en 2020, justement à Kiev. Il a beaucoup aimé. Et la guerre, du coup, est depuis 2014. Donc, il s'inquiétait aussi par rapport à ça étant donné que quand je voyageais en Ukraine en 2019, en 2020, j'allais beaucoup à l'est de l'Ukraine, j'allais beaucoup dans le sud de l'Ukraine, Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhia, toutes ces villes, Kharkiv, et donc ils s'inquiétaient par rapport à ça. Mais en 2022, quand l'invasion à grande échelle a commencé, ils se sont encore plus inquiétés, ce qui est totalement normal. Nous aussi, avec ma femme, on a beaucoup, beaucoup réfléchi à ce qu'on devait faire, mais ils se sont habitués, ils ont compris en fait que c'était vraiment notre pays, voilà, que aujourd'hui je peux le dire, voilà, c'est notre pays, l'Ukraine, et qu'on doit rester ici pour aider. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de voilà, on fait le travail avec l'Ukraine Crisis Media Center. On fait un travail très important quand même. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici en Ukraine pour aider, sans être sur le front, sans être forcément dans les tranchées. On peut quand même aider. Et mon père est venu me voir, donc lui, il comprend totalement que je veuille déménager en Ukraine. Lui, il adore l'Ukraine, il est très très grand fan de l'Ukraine. Et ma mère n'est pas encore venue nous voir, mais je pense qu'elle pensera la même chose lorsqu'elle viendra nous voir. Donc mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents voilà qui me soutiennent dans mon choix ou en tout cas qui ne se mettent pas sur ma route dans mon choix. Ah, justement, tu es avec ta femme en Ukraine. Comment tu as rencontré ta femme? Elle est ukrainienne?
Ouais. Alors ma femme, Nora, elle est ukrainienne, donc elle vient de Crimée. Donc elle est née près de à Novozerna, qui est un petit village près de Yevpatoria, donc près du lac Donuslav dans le centre-ouest de la Crimée. Et en fait, à l'époque, on avait beaucoup d'amis en commun parce que moi, je me suis fait beaucoup d'amis à Kiev et le monde est petit en fait en Ukraine. C'est ce Mhm, que j'ai remarqué. Le monde est très petit et tout le monde se connaît un petit peu dans des milieux en fait, certains milieux. Et moi, j'avais rencontré beaucoup de gens aussi de l'université Morila. C'est pour ça que j'avais décidé aussi de faire un échange là-bas. Et voilà, via une connaissance commune, on s'est rencontrés et elle est venue me voir à Kiev. À l'époque, j'habitais à Kiev, je faisais un stage de quelques mois à Kiev. Elle est venue me voir là-bas et puis on s'est rencontrés à Kiev. Ensuite, j'ai décidé de déménager à Lviv étant donné elle faisait ses études à Lviv à l'époque. Donc elle a en 2014, donc ses parents sont militaires. En 2014, ils ont quitté la Crimée pour être restationnés à Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine. Et donc, on a vécu aussi avec ma femme à Mykolaiv, un peu avec ses parents. Et voilà, donc ils sont militaires depuis une vingtaine, une trentaine d'années, et puis ils se battent encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'histoire de notre rencontre. Donc on est ce couple un peu atypique. Donc moi qui viens de France et elle de Crimée. Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui fait plus ou moins les mêmes études que moi, puisqu'elle a fait des études en philologie ukrainienne, donc en linguistique ukrainienne. Donc finalement, on se rejoint sur pas mal de thèmes linguistiques. On aime bien échanger par rapport à ça, donc mhm. c'est très bien. Justement, en revenant aux études, dans un de tes interviews de l'époque, quand tu étais encore étudiant, tu as dit que tu aimerais bien poursuivre le parcours étudiant en tant que journaliste et apprendre au journalisme ukrainien, vraiment en Ouais. Ukraine. Euh, As-tu réussi à réaliser ce projet où tu es? Comment ça se passe maintenant pour toi? Ouais. Alors, j'en suis à, j'ai pas réussi à réaliser ce projet. Je voulais faire des études. J'ai toujours voulu en fait continuer mes études et faire mes études en Ukraine. En fait, continuer sur un master en Ukraine. Mais finalement, la réalité m'a assez vite rattrapé, étant donné que voilà, je me suis marié, il fallait trouver un travail, il fallait commencer une vie stable, et du coup, j'ai dû partir de zéro entre guillemets en Ukraine, puisque en fait, j'avais pas de traitement de faveur, étant donné que moi, j'ai un diplôme français de langue ukrainienne, donc un diplôme français de langue ukrainienne en Ukraine, ça me met au même niveau que les autres Ukrainiens. Donc Mhm. j'ai dû de zéro trouver un travail. J'ai commencé à m'intéresser à la traduction. Même pendant mes études, je m'intéressais beaucoup à la traduction. Donc je prenais des traductions en freelance de ça et là. Et puis j'ai décidé de trouver un travail dans l'informatique. Voilà, dans la communication en français, en anglais, en ukrainien. Donc voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Et puis à côté, je travaille du coup pour l'Ukraine Crisis Media Center, qui est en fait j'ai ce travail qui me donne vraiment beaucoup de motivation, qui m'aide en fait dans ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu, le journalisme. Ça m'aide beaucoup étant donné que on transfère l'information en fait par différents canaux, donc sur YouTube, via des podcasts, via Twitter, via Facebook, et on a vraiment cette possibilité de s'exprimer, de partager l'information aux francophones sur l'Ukraine, sur ce qui se passe en Ukraine, sur l'invasion à grande échelle depuis février 2022. Et chaque jour aussi, on fait on a Tetiana Ogarkova qui est la responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center, qui écrit un résumé de la journée, de ce qui s'est passé donc pour l'invasion à grande échelle. Et moi, je le traduis. On a des collègues qui le traduisent aussi en anglais, en allemand. Et donc on traduit ça, on le publie ensuite. Voilà, on est très opérationnel sur nos réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ce qui me plaît puisque c'est de la traduction,
c'est un peu de journalisme, un peu de recherche aussi de ma part. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ce travail à l'Ukraine Crisis Media Center. Ouais. On rappelle à nos chers spectateurs que tous les liens seront en description, donc notamment sur Crisis Media Center, sur la chaîne aussi, la chaîne de Tatiana Ogarkova. Elle fait un magnifique chaîne de podcast en français que vous YouTube, pouvez ouais. écouter. Enfin, bon, nous, on mettra la version YouTube. Il y a sûrement d'autres plateformes qui l'hébergent aussi. Oui. Donc maintenant, tu accomplis quelque part sur ton poste, tu accomplis les tâches de journaliste que tu as Plus ou rêvé. moins, plus ou moins, c'est pas vraiment du journalisme, c'est plutôt de la traduction, mais il y a quand même de la recherche à faire et c'est plus ou moins en tout cas ce que je voulais suivre. Donc ça me convient amplement et j'ai pas envie de refaire des études, etc. C'est Ouais. quelque chose qui me satisfait complètement. Justement, à propos de la traduction, est-ce que tu as pensé ou peut-être tu as déjà fait traduire des œuvres littéraires pardon, de ukrainien en français ou de français en ukrainien? Ouais. Alors, travailler en Ukraine, le travail généralement de l'ukrainien en français, il est plus en France. Mais travailler en Ukraine, j'ai quand même plusieurs projets. J'ai beaucoup de collègues et d'amis traducteurs, traductrices qui m'envoient souvent des projets auxquels je participe. J'ai quand même un bon portfolio en quelques années. Ça fait 4 ans que je fais de la traduction. J'ai traduit un peu de tout en fait, des films, donc les sous-titres de films Mm. ukrainiens. J'ai traduit notamment un ouvrage, donc La règle du jeu, donc l'édition spéciale sur l'Ukraine que j'ai traduit. Donc j'ai traduit à l'époque un article sur l'Académie Morila, donc mon université dans laquelle j'ai passé quelques mois quand même. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'université de l'Académie Morila, à l'époque, l'échange que je faisais en fait avec donc entre l'INALCO et l'université Morila était vraiment nouveau en fait. C'est moi qui ai vraiment insisté pour être dans cette université. Donc j'ai mis en contact mon université en France et l'Académie Morila. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de beaucoup de matières pour les étrangers qui voulaient apprendre l'ukrainien. Il y avait une matière, donc c'était ukrainien langue étrangère, donc où j'étais avec un turc, une russe et une bélarusienne. Et c'était du coup une matière vraiment pour les étrangers qui apprenaient l'ukrainien. Et c'était assez, voilà, c'était mon niveau. Mais pour le reste des matières, j'étais en roue libre. En fait, je choisissais des matières parmi tous les programmes de tous les cursus, donc les mêmes matières que les Ukrainiens en fait. Donc j'étais au même Mhm. niveau que les Ukrainiens sur beaucoup de matières. Et ça m'a permis aussi de me faire beaucoup d'amis à l'Académie Morila. Donc c'était une très bonne chose finalement. D'accord, si tu aurais 10 ans de plus, genre on pouvait dire que Irena Lestopad, avec qui on a fait l'interview, elle peut dire merci à toi que tu as mis en lien Morila et Nalco, mais elle Alors, était un peu avant. pour les spectateurs qui seraient intéressés, je fais juste une parenthèse. On a presque 2 heures de vidéo avec Elena Listopad dans lequel On parle on beaucoup parle de beaucoup Morila. de cette université. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés sur son histoire, son architecture et les contenus de certains cours. Donc, si des gens sont intéressés, voilà, c'est une autre vidéo. Oui. Alors, Alexis, tu habitais à Lviv, à Kiev et à Ivano-Frankivsk. C'est trois villes que tu connais bien, on peut dire. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de chaque ville, ou très Bien court, sûr. qu'est-ce qui t'a aimé, qu'est-ce qui t'a remarqué dans chaque ville? Ouais. Alors chaque ville est connectée vraiment à différents souvenirs en fait de ma part. Lviv, c'est la ville où voilà on s'est rencontré avec ma femme, on est vraiment tombé amoureux. Même si notre première rencontre était à Kiev, quand même Lviv, c'est la ville où on a vécu ensemble pendant des années. Donc c'est une ville que je connais bien. C'est une ville avec laquelle j'ai eu du mal au début, étant donné que euh,
comment dire, pour moi, le centre est trop petit et il y a beaucoup trop de monde, en fait. Et moi, j'aime bien les grandes villes, j'aime bien ce qui est immense et Kiev, ça a vraiment été une ville marquante pour moi dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé Kiev, j'ai passé beaucoup de temps à Kiev, j'ai beaucoup de bons souvenirs aussi à Kiev. Donc c'est Ivano-Frankivsk aussi, on a vécu avec ma femme. On a voulu voilà vivre à Ivano-Frankivsk pour commencer à construire voilà quelque chose de vraiment sérieux ensemble, voilà fonder une famille, etc. Et donc ces trois villes ont vraiment une importance particulière à mes yeux. Mais ces trois villes, je recommande vivement de les visiter à tous nos téléspectateurs, En enfin commençant peut-être par Lviv, téléspectateurs. En commençant je sais par pas. Lviv, logiquement, maintenant que voilà, il y a plus d'avions, donc logiquement Lviv, voilà, 2, 3 jours sont suffisants à Lviv. Mais ensuite, moi, je pense qu'il faut faire Kiev. Kiev, c'est une étape obligatoire. C'est vraiment une des plus belles villes, riche en histoire, riche en tellement de choses, la jeunesse, tout est, tout est vraiment très très beau à Kiev, donc je conseille énormément cette ville. Et Ivano-Frankivsk, c'est quelque chose près de Lviv, voilà, un peu plus calme, un peu plus détendu, et puis très On très peut chargé d'histoire plonger aussi. peut-être bien dans la vie quotidienne des Ukrainiens de C'est ça. euh, Provence, comme on dit en France. C'est ça, parce que Lviv, Kiev, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de touristes, etc. Ivano-Frankivsk, c'est plus posé, c'est plus, voilà, les gens prennent leur temps, etc. C'est autre chose. Ah, qu'est-ce que tu préfères le plus en Ukraine? C'est une question qu'on m'a posée de nombreuses fois parce que j'ai fait beaucoup d'interviews en ukrainien, justement en Ukraine. C'est une question qu'on m'a posée de nombreuses fois et j'ai toujours du mal à répondre. Mais je pense que la réponse la plus évidente, et je pense que c'est ce que j'ai toujours dit, c'est les gens. Les gens, c'est vraiment ce qui fait Oui, tu l'Ukraine. dis à chaque Euh, interview, tu dis ça. J'ai écouté ouais, toute cette voilà. En fait, interview, ouais, c'est vrai. ça fait très très longtemps que j'ai pas vu mes interviews, mais je pense que c'est toujours le cas, ce sera toujours le cas, c'est les Ukrainiens, puisque sans les Ukrainiens, il n'y a pas d'Ukraine, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui pour les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté. C'est vraiment les Ukrainiens ce qu'il y a de plus cher à ce pays, et c'est ce qui fait toute l'histoire, toute l'ADN de l'Ukraine. Quand on a parlé avec toi pour préparer cette interview, on a abordé le sujet que tu ne comprends pas russe. Et pour moi, c'était assez étonnant parce que dans ma tête, automatiquement, en fait, Como, c'est l'Empire qui a instauré cette croyance limitante que tout le monde comprend russe. Si tu parles ukrainien, automatiquement, tu comprends russe parce que voilà, c'est l'Empire, la langue de l'Empire. Mais toi, quand j'ai entendu que, ah non, je comprends pas russe, mais je parle ukrainien, pour moi, c'est kling, dissonance cognitive, waouh. Donc, je voulais te poser la question, après toi, à quel point ces deux langues différentes? Ouais. Alors déjà, c'est une chance inouïe et je m'en rends compte aujourd'hui, je m'en rendais compte pas assez peut-être à l'époque, mais c'est une chance inouïe que j'ai de ne pas connaître le russe en Ukraine. Je pense, hein, pour moi, c'est une chance inouïe, étant donné que j'ai l'occasion de n'avoir aucun rapport en fait avec cette culture et avec cette langue. Et ça m'a permis, en fait, en Ukraine, de me faire comprendre partout. Donc, partout où j'allais en Ukraine, beaucoup dans le sud de l'Ukraine, beaucoup dans l'est de l'Ukraine, partout où je parlais ukrainien, je disais que je comprenais pas le russe et les gens parlaient avec moi en ukrainien. J'avais même pas besoin de préciser que j'étais un étranger, etc. Et les gens, toujours avec le sourire, parlaient ukrainien. Je me suis fait des amis aussi via une application qui s'appelle Tandem. En fait, pour apprendre une langue, c'est génial. En fait, ça permet d'avoir une personne qui parle la langue que tu veux apprendre et toi, tu parles la langue que eux ils veulent apprendre. En fait, il y a ce tandem en fait d'études de langue qui est génial. Et grâce à ça, j'ai rencontré beaucoup de mes amis d'ailleurs d'aujourd'hui qui sont voilà de longue date depuis 2018-2019
Et ça m'a permis de rencontrer des gens aussi qui habitent dans les territoires occupés de l'Ukraine, donc en Crimée. J'ai rencontré des gens donc via cette application dans les territoires occupés depuis 2014, donc à Donetsk, à Luhansk, etc. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Et les gens, quand ils me parlaient en ukrainien déjà, donc il y a Mhm. ce mythe que voilà, la moitié de l'Ukraine c'est séparé, voilà, c'est la magie, c'est séparé par une rivière et de l'autre côté de la rivière, tout le monde parle russe, mais c'est pas le cas en fait. Ah oui, Et on non. le voit beaucoup et je suis très content en fait que les gens le comprennent aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup des journalistes étrangers voilà faire des interviews dans les villages, même pas en Ukraine, même en Russie, à Souja par exemple ou dans la région de Koursk on voit des gens voilà qui parlent ukrainien, qui parlent sourjek, donc un mélange entre l'ukrainien et le russe, mais c'est pas du russe. Oui, Donc les les Russes, ils sont persuadés, non, 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 c'est pas ukrainien, c'est un dialecte russe, c'est oui, aucun c'est cas, ça. c'est, voilà. Et C'est les ça dans gens le parlent ukrainien Kouban, là-bas, ça va, dans le Kouban, les Russes ouais. enseignent ce dialecte russe entre guillemets. En fait, c'est de l'ukrainien et ils disent que c'est oui, c'est un dialecte du Kouban, mais c'est pas de l'ukrainien. Ils nient en fait la réalité. Et en fait, c'est plutôt dans les villes, voilà, où vraiment les gens parlent russe, etc. Historiquement, parce que les gens venaient de l'Union soviétique plutôt dans les villes. Hein, voilà, Irina, si je me trompe, n'hésite pas. Ouais, de Kharkiv. Mais, euh, mais voilà, et dans les villages, les gens parlent vraiment ukrainien. Moi, je me suis fait comprendre partout. J'ai jamais eu aucun problème. Jamais personne, en tout cas, ne s'est plaint. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec entre voilà si je parle ukrainien, si je parle russe. J'ai jamais rencontré une seule personne qui ne parle pas ukrainien en Ukraine. Partout où j'ai été, jamais rencontré une seule personne qui ne parle pas ukrainien, qui parle J'imagine russe. les Français qui sont connaissent pas grand-chose sur l'Ukraine et l'écoutent, mais c'est normal que tout le monde parle ukrainien en Ukraine, pourquoi vous C'est parlez ce de que je ça? pensais au début aussi. Oui, 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 c'est parce que c'est tout à fait normal. Ben, bon, historiquement, oui, c'était pas si facile. Euh, oui, on avait 130 interdictions de la langue ukrainienne, mais je vous laisse après parler avec Charles, justement, comme promis, sur la langue ukrainienne, sur ses particularités, comment apprendre la langue ukrainienne pour les étrangers. Tandem, l'application que tu as citée, c'est Ouais. uniquement pour ukrainien ou Non, c'est pour en toutes les général? langues. Pour Toutes les toutes les langues. langues. D'accord. Ouais, voilà. Donc, encore une source pour vous, les chers téléspectateurs. Voilà, je vous laisse alors aborder maintenant le sujet qui peut intéresser beaucoup de monde, apprendre ukrainien. Donc ouais, là l'idée, ça va être d'essayer de voir si on peut se mettre, voilà, partager tous les deux notre retour, on va dire, sur l'apprentissage de l'ukrainien en tant que francophone d'origine. Après, on verra que le fait de connaître l'anglais, par exemple, peut être une ressource importante pour, Ouais. dans l'apprentissage de l'ukrainien. Mais du coup, voilà ma première question, puisque bon, moi je le parlote un peu, mais toi, ça y est, tu le parles au quotidien et tu es complètement fluide là-dessus. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Donc, tu nous as évidemment beaucoup parlé de tes études qui t'ont apporté, mais tu nous parlais aussi de comment, en dehors de tes études, en autodidacte, tu apprenais l'ukrainien. Eh bien, en dehors de Tandem que tu nous as mentionné, quelles ont été les ressources qui t'ont semblé le plus utiles pour apprendre l'ukrainien? Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour suivre ta voie? Ouais. Alors, en dehors de mes études, j'ai passé beaucoup de temps effectivement à apprendre l'ukrainien de moi-même en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rattraper, entre guillemets, mon camarade de classe, Tanner, qui, voilà, j'ai réussi à le rattraper parce qu'il connaissait le russe aussi. Au début, ça l'a avantagé, après, ça l'a handicapé, parce qu'il n'arrêtait pas de confondre les mots. Mais les ressources les plus utiles, il y avait ce site, du coup, Ukrainian Podcast. Donc, c'est une ressource en anglais qui m'a permis, donc, c'est des podcasts, voilà, en ukrainien, qui sont très riches en ressources. Donc, il y a beaucoup de langues, il y a aussi beaucoup d'histoire, de culture. Ça m'a permis, j'ai écouté ça pendant que je faisais autre chose, et ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses sur l'Ukraine. Elle a fait ce livre aussi à l'époque, je sais plus si elle le fait, mais où il y avait 1000 mots. 1000 mots, c'était un PDF en fait que tu achetais en ligne, ça devait coûter 10 euros, quelque chose comme ça. Et il y Comment avait on en peut le fait 1000 trouver? mots en ukrainien.
Il faut regarder s'il y a encore, mais à l'époque, c'était sur le site de Ukrainian Lessons, Ok, je crois que si ça on s'appelait. trouve toujours ce PDF, on met aussi dans la Ouais. description. Ok. Ouais, parce que c'est vraiment très utile. Ça m'a permis, à l'époque, elle faisait 100 mots gratuits, et du coup, les 1000 mots, il faut acheter le livre. Et ça m'a permis vraiment d'avoir ces mots basiques, en fait, qui m'ont permis de parler aux Ukrainiens. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ce niveau, en fait, d'ukrainien assez rapidement. Au bout de 7 mois, j'arrivais à me faire comprendre, à parler, etc., avec les gens quand j'allais en Ukraine, parce que j'ai fait ensuite un voyage. Donc, mon deuxième voyage en Ukraine, c'était un voyage donc tout seul. En fait, j'étais tout seul, livré à moi-même. Donc, j'étais en Ukraine et je rencontrais des gens, etc. Et puis, je parlais avec eux. Et en fait, c'est 1000 mots de vocabulaire et c'est une ressource que je peux que recommander lors de l'apprentissage d'une langue, c'est d'apprendre une centaine, au début une centaine de mots, ensuite 500, 1000 mots environ. Voilà, entre 500 et 1000 mots pour le début, c'est ce qui va vraiment vous aider. Voilà, il faut essayer aussi de construire des phrases dans sa tête avec ces mots. Il faut essayer voilà, de bien les prononcer et c'est vraiment en construisant des phrases et en parlant avec les gens que vous allez vous souvenir des mots. Moi, j'ai une mémoire très, euh, voilà, une mémoire comme les autres d'ailleurs, hein, mais une mémoire assez associative. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en fait, j'associe les mots à certains souvenirs. Par exemple, quand je dis un mot en ukrainien, je vais me souvenir de la dernière fois que je l'ai employé, de la première fois que je l'ai employé, sous quel contexte, etc., quelle période. Et ça m'aide vraiment à me souvenir des mots. Donc voilà, chacun ses méthodes, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir apprendre l'ukrainien différemment. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre l'ukrainien et ont pas forcément le temps aussi pour, parce il faut avoir du temps. Mais je pense que en s'y consacrant, en fait, ça va pas c'est pas un nombre d'heures ou un nombre de minutes par jour qui va changer la donne. C'est vraiment de pratiquer en fait. Mais ça dépend pas de la quantité de temps. La quantité de temps où vous pratiquez, c'est plutôt la qualité en fait. Quels mots vous pratiquez, quelles phrases vous construisez, donc c'est plutôt ça. Et puis pour revenir sur les ressources, donc il y a aussi maintenant Netflix. Voilà, Netflix, vous mettez les sous-titres en ukrainien, vous regardez votre film préféré, votre série préférée, vous mettez les sous-titres en ukrainien, vous regardez les sous-titres, ou alors vous mettez l'audio en ukrainien et puis vous regardez les sous-titres français. C'est une ressource que moi j'avais pas à l'époque qui m'aurait épargné beaucoup d'heures de travail en plus. Donc voilà, Netflix, j'ai un site aussi de streaming qui s'appelle Yua Kino, donc qui permet de voir des films en ukrainien. Donc vous avez les films en ukrainien, donc des films ukrainiens ou des films étrangers en ukrainien. Donc ça, c'est très bien aussi. Et puis, il y a quelques livres aussi pour les étrangers qui veulent apprendre l'ukrainien. Donc, il y a deux livres. Donc, il y a Krok, donc qui veut dire étape, pas, voilà, qui est un livre pour les étrangers pour apprendre l'ukrainien. Et il y a Ukrainska mova dla inozemців, donc l'ukrainien pour les étrangers, qui est aussi une ressource très viable, qui est un livre tout en ukrainien. En fait, bah, les deux en fait sont un peu tout en ukrainien, si je me souviens bien. Et en fait, ça va vous aider à apprendre l'ukrainien. Mais ce que je peux conseiller aussi, c'est voilà, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui veulent plutôt un cursus universitaire, partez plus sur l'INALCO et combinez ça avec des ressources comme par exemple bah, ces livres qui sont utilisés à l'INALCO, qui étaient utilisés à l'époque. Et puis pour ceux qui veulent apprendre, je pense que c'est la majorité des gens en autodidacte, je vous conseille plutôt voilà, d'apprendre des mots, de construire des phrases, d'utiliser aussi Tandem dont on a parlé pour vous faire des amis, pour parler avec eux, pour échanger, parce que les Ukrainiens seront toujours, peu importe où ils habitent, peu importe qui ils sont, ils seront toujours très ravis que vous appreniez leur langue. Je pense que Irina peut témoigner Oui, oui, ici. oui. Mais je trouve que pour les Français, c'est pareil. J'ai parlé hier justement avec ma maman qui apprend français et qui parle très, très doucement. Et elle dit que mais c'est incroyable comment le français m'écoute. Quand je dis, ils sont capables d'attendre des minutes que je finis ma phrase. Je dis, ben, mam, en ukrainien, c'est pareil, en fait.
Quand quelqu'un parle à ta langue natale et tu es ravi, en fait. C'est On a normal. conscience que Ouais, c'est des langues difficiles. En plus, Oui, l'ukrainien est une langue difficile. Nous, le français, on sait aussi que c'est une langue qui a beaucoup de bien sûr. complexité à apprendre. Donc, il y a une tolérance mm, qui en découle. ouais. Là, dans les ressources que tu as données, donc il y a ces 1000 mots. Il faut que j'ai trouvé, j'ai regardé le PDF est en effet disponible. Il est sur le magasin Super. de Lawson Podcast. Donc, je pense qu'on peut toujours l'acheter. Je vais essayer tout à l'heure. T'es rapide, toi. Du coup, donc ça, c'est bien pour apprendre le vocabulaire. Tu as donné quelques ressources aussi pour discuter avec des gens. Je pense qu'une des difficultés quand même qu'il faut pas négliger quand on apprend l'ukrainien, c'est ce côté déclinaison qui font que même si tu as appris un mot dans sa forme Ouais, nominative, tu vas pas forcément le reconnaître sous toutes ses formes quand tu vas le voir en pratique parce qu'il va avoir plein de terminaisons différentes, plus qu'en français où on est juste habitué au masculin, féminin, pluriel. Là, il y a C'est Charles plus de formes. raconte sa malheur. Ah oui, c'est pas toujours facile. Quand tu dis que la personne qui était avec toi et qui connaissait le russe avait certains avantages, moi, c'est le premier qui ouais. m'est venu en tête, c'est que parlant russe, il devait du coup connaître, même si c'est pas tout à fait les mêmes déclinaisons là aussi entre le russe et Ouais, il y l'ukrainien. en a une de plus en ukrainien. Voilà, mais ça lui donnait une certaine avance sur toi qui a dû en apprendre un peu plus, du coup. Euh, Ouais, et, et donc ça, pour apprendre cette partie grammaticale, moi, il y a peut-être une ressource que je peux conseiller. C'est le Grammar Reference Handbook qui a été développé par le US Peace Corps Ukraine. Alors moi, je l'ai en PDF ici. On voit pas très bien avec la lumière. Puis c'est en miroir en plus, donc c'est illisible. Mais bon, j'essaierai de voir si je peux trouver le PDF. Je pense que c'est une ressource qui est assez simple à trouver. Elle, c'est uniquement de la grammaire, donc elle n'est pas là pour apprendre le vocabulaire, justement, c'est complémentaire de ce que tu proposes. Par contre, ça explique justement les déclinaisons, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et ça donne tous les petits cas un peu nuls. Voilà, on va pas juste dire, tiens, le génitif, ça correspond à de quelque ouais. chose, ça va aussi vraiment donner tous les cas auxquels on pense pas, après certains adjectifs, après certains quantitatifs, etc. Et ça va montrer également, quand on doit le construire, quelles sont une bonne partie des exceptions. Alors, elles ne sont pas toutes listées non plus de façon verbatim, mais ça permet normalement, quand on a tout bien compris, d'avoir vraiment une structure de la grammaire. Il y a l'aspect déclinaison et puis il y a l'aspect aussi sur les conjugaisons. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu avant d'apprendre l'ukrainien, mais c'est que leur composition des temps est pas tout à fait la même puisque les verbes ont différentes formes, perfectibles, imperfectibles, que nous, on n'a pas du tout en français. Chaque verbe a implicitement ça en lui, mais on n'a pas de forme pour nos verbes correspondantes. Et là aussi, c'est des choses qui sont très bien résumées dans ce livre. Évidemment, hein, c'est fait par les Américains, donc c'est en anglais de base, mais il n'y a pas besoin non plus d'un niveau incroyable pour lire ce livre. Et c'est une quarantaine de pages sur lesquelles moi je reviens très souvent quand il y a un texte où je me demande pourquoi c'est telle terminaison sur un mot. Et ben peut-être parce que c'est une tournure de phrase que j'avais pas l'habitude. Et dans ce livre, quasiment à chaque fois, ce sera expliqué. Donc vraiment, je recommande beaucoup cette ressource. Ouais. Si je peux ajouter juste pour, ouais, pardon. Non, 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 Ouais. Si je peux ajouter juste pour les ressources justement, l'INALCO aussi fournit des documents donc des polycopiés qui vont aussi reprendre les déclinaisons. Évidemment, on a des cours de grammaire aussi à l'INALCO et c'est vraiment une ressource plus qu'utile puisque c'est vrai que je parle du vocabulaire, j'ai un peu oublié ce point de grammaire, mais qui est essentiel en fait. Si vous avez le vocabulaire mais vous n'avez pas la grammaire, vous n'allez nulle part au final. Donc d'abord la grammaire, ensuite le vocabulaire. Je me rectifie là-dessus, mais la grammaire c'est vraiment essentiel. Moi à l'époque j'avais du coup ces polycopiés de l'INALCO que j'accrochais au mur, je surlignais ce que je connaissais déjà, ce que j'apprenais, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Les déclinaisons, il y en a, il me semble, 7 en ukrainien. Elles sont toutes essentielles. Vraiment, c'est un point à ne pas omettre. Donc, les déclinaisons. Et puis, je pense que voilà, ce livre enfin, ce PDF que tu conseilles est très bien. Mais voilà, les déclinaisons, c'est vraiment un point essentiel. Au niveau des verbes, tu parlais des verbes justement, mais quelque chose qui est très difficile à comprendre en ukrainien, c'est aussi les verbes de mouvement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai encore de temps en temps du mal avec les verbes de mouvement. Voilà, en fonction des directions, etc. Après, j'ai commencé à apprendre le hongrois et j'ai vu qu'il y en avait encore plus en hongrois et surtout les déclinaisons. Donc, c'est pas comprendre que le de principe, mouvement, en fait. L'autre fois, ouais, Charles a bien se moqué rigoler, en fait, de mots coupés. Tu vois, en français, c'est coupé, mais en ouais, fonction par quoi tu coupes, par hache ou par ouais, le je couteau, déteste ça. c'est Ouais, ouais, différent. Ils ont tellement de verbes que des fois, il n'y a plus besoin du vocabulaire. Le verbe implique lui-même toute la suite de la phrase ouais, non, sur c'est vrai, quel moyen de transport tu exactement. utilises,
outil tu utilises. En fonction du préfixe, ça implique énormément de choses et c'est vraiment quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes lors de l'apprentissage de l'ukrainien, qui me pose aussi. Faut pas croire. Voilà, je parle couramment ukrainien, mais je rencontre également des difficultés. Ça arrive au meilleur. Mais voilà, ça m'a énormément aidé d'avoir ces fiches et puis voilà, les verbes de mouvement, c'est très difficile. Et les verbes imperfectifs et perfectifs aussi, si vous n'êtes pas un fan de la grammaire, ça va être compliqué à comprendre. Mais au final, Similitude. voilà, tout ce qui englobe donc toute cette partie grammaire, il y a beaucoup de théorie, mais la solution à tout ça, c'est bien évidemment la pratique. Et la patience, en fait, faut savoir qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Typiquement, les Ouais, déclinaisons, ça sert à rien d'essayer d'apprendre les 7 en une semaine. Globalement, on en apprend une par semaine pendant, bah, voilà, pendant 5, 6, 7 semaines. Il y en a qu'on utilise, bah, voilà, en effet, elles sont toutes utiles. Ça va prendre du temps, mais on n'apprend pas l'ukrainien en 2 jours. J'aimerais motiver, par contre, là, on parle beaucoup de difficultés. Toutes ces ouais, difficultés grammaticales, en fait, elles sont pas là pour rien. Derrière, l'ukrainien, c'est une langue où, justement, ces déclinaisons, ça fait que l'ordre des mots il est plus aussi imposé qu'en français ou dans nos langues, on va dire, d'origine latine, même si le latin avait ses déclinaisons, donc là-dessus, je ne veux pas trop dire de bêtises. Mais du coup, ça donne beaucoup de flexibilité aux phrases, ça fait que le choix de l'ordre des mots qu'on va donner permet de véhiculer d'autres idées, tous ces préfixes permettent aussi d'agrémenter la phrase de d'autres idées, et en fait, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de parler, les deux vont ensemble, en fait, c'est assez enrichissant. Ça Mm. permet de comprendre aussi bah, d'autres cultures, d'autres façons de communiquer, et rien que pour ça, même pour des gens qui n'auraient pas envie d'aller jusqu'à être fluide en ukrainien, savoir que d'autres gens s'expriment avec ces règles-là, moi je trouve que c'est très enrichissant Pour le dans l'ouverture cerveau. qu'on a aux autres, en fait, ouais. dans le cerveau. Donc j'encouragerais au moins à essayer de comprendre comment ça marche. Ceux qui veulent aller plus loin iront, mais juste essayer de comprendre les bases de ces déclinaisons et de cette mécanique, c'est super enrichissant et ça, voilà, ça ouvre un petit peu à la culture. Ouais, de fait, qu'on fait comme puzzle, on peut changer les ordres de mots. Ouais, tout est très Quand je logique après. Ouais. parle ça au Français qui n'a aucune notion de langue slave, et dire, ah oui, on peut dire je à la fin de la phrase, il verbe n'importe où. En fait, ça ne doit pas être structure comme en français. Et ça a des répercussions au-delà de ce qu'on pense, puisque par exemple en français, quand on fait de la poésie, bah, la rime, c'est quelque chose qui est pas si évident à avoir, on va devoir le travailler. Mais si on peut mettre les mots dans n'importe quel sens, à ce moment-là, la rime devient quelque chose d'un peu plus simple à avoir. Et du coup, les règles de poésie ukrainienne, pour que ça reste quand même un texte qui ait sa beauté et ses difficultés, sont différentes. Donc pour ceux qui sont intéressés, on parlait tout à l'heure de Lesia Ukrainka et de d'autres artistes ukrainiens, eh bien leur poésie, elle est tout aussi complexe à écrire, mais du coup avec des règles un peu différentes pour que cette complexité demeure et que le texte reste quand même très, très joli. Mm. Ouais. Et moi, je suis émerveillée devant la poésie française parce que trouver les rimes avec les ordres qui suivent, Ouais, bravo. c'est pas pareil. Ouais. Ah, voilà, je voulais demander vous deux petites précisions par rapport au podcast que vous avez cité. Est-ce que dans ce podcast, on trouve beaucoup sur grammaire ou par rapport à les autres matériaux que vous avez cités, PDF, par rapport au podcast, quelle est la différence et similitude? Ouais. Le podcast, on retrouve beaucoup de grammaire aussi dedans. En fait, il y a du vocabulaire, de la grammaire, de la culture, de l'histoire. C'est pour ça, en fait, le podcast, c'est vraiment bien parce que ça englobe tout. Mm. Et on peut avoir, par exemple, les salutations. Ensuite, elle va en fait déconstruire la phrase et elle va vraiment expliquer chaque mot, en fait, pourquoi il est employé, etc. De mes souvenirs, hein. Ça fait 6 ans Hmm. que j'ai pas écouté le podcast, mais voilà, il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment très, très enrichissant de tous les points de vue, ce podcast. Il est très synthétique, donc c'est bien de l'avoir en ressource en plus de l'apprentissage qu'on a à côté, puisque si jamais on n'utilise que lui pour tout apprendre, c'est très dense. Ouais, Mais si on a déjà un peu de vocabulaire et de grammaire, eh bien ce côté synthétique, il est vraiment plaisant parce qu'il permet de regrouper un peu toutes les pièces du puzzle en une langue qui devient un peu pratique. Et on peut vraiment l'écouter en faisant autre chose parce que très souvent, il y a une façon de faire qui est volontairement assez répétitive, hein. La pédagogie, c'est de la répétition. Et même les textes qui vont être décortiqués vont souvent être répétés dans le même podcast 2 fois, 3 fois. Pour à chaque fois focaliser sur différents aspects. Et donc, même si on fait autre chose à côté et que la première fois, on a manqué un bout de mot, un bout de phrase,
au final, ça s'écoute très bien quand même. Donc vraiment, c'est une ressource hyper importante. Ouais. Et aussi, si je puis me permettre, on a oublié un détail très important qui va faire peur à beaucoup de Français, je pense, qui veulent apprendre l'ukrainien, c'est l'alphabet. L'alphabet, c'est le détail peut-être le plus important quand on veut apprendre l'ukrainien. Et je pense que beaucoup ont peur quand ils voient cet alphabet, quand ils voient des lettres, etc., différentes. Il y a une trentaine de lettres, 36 peut-être en ukrainien, il me semble. Mais l'alphabet, c'est vraiment, voilà, n'ayez pas peur. C'est moi, en tout cas de mon expérience, c'est vraiment pas le plus dur. Et une fois que vous apprenez l'alphabet, c'est évidemment la première chose à faire. Une fois que vous apprenez à lire, en fait, en ukrainien, et c'est aussi une différence par rapport au russe, de ce que je sais, en ukrainien, tout se lit, enfin tout ou presque, se lit comme s'écrit. Donc voilà, vous avez un mot en ukrainien, il s'écrit comme ça, il se lit de la même manière. Aussi, il y a les intonations à prendre en compte, mais voilà, ça va rester comme ça. Donc l'alphabet, point très important à apprendre. Voilà, vous faites des fiches mémotechniques, vous pouvez faire des flashcards aussi, ça marche très bien. Il y a des applications comme Quizlet, par exemple, que j'utilise régulièrement, qui est très utile pour apprendre même des mots de vocabulaire au niveau de la grammaire et puis l'alphabet. Donc l'alphabet vraiment et puis essayez aussi peut-être de vous entraîner avec un texte. Moi, c'est ce que je faisais souvent. Voilà, bien sûr, mes méthodes ne s'appliquent pas à chacun. Voilà, chacun a ses méthodes, mais moi, j'imprimais en fait une feuille de texte que des écrivains ukrainiens comme Serhiy Jadan qui est un écrivain et poète ukrainien et chanteur aussi, qui parle un ukrainien littéraire, mais assez contemporain en fait. Et ça m'a beaucoup aidé puisque Shevchenko, Lesia Ukrainka, etc., c'est des auteurs qui parle un ukrainien parfois hein, assez archaïque, et donc il vaut mieux prendre un auteur contemporain pour vous aider. Donc moi, ce que je faisais, donc je prenais une feuille de texte ou dans un livre, etc., de Serhiy et Jadan, et en fait, j'entourais voilà les mots que je ne connaissais pas. Je regardais la structure de la phrase, pourquoi la phrase elle est comme ça, etc. J'essayais d'étudier chaque phrase, chaque mot, et puis ça m'aidait énormément. Donc vraiment prenez un texte et entraînez-vous aussi la traduction comme méthode d'apprentissage. Voilà, c'est pas tout le monde n'est pas fan de la traduction comme méthode d'apprentissage, mais moi en tout cas, je pense que ça m'a beaucoup aidé puisque traduire une phrase de l'ukrainien au français, ça va vous aider à vous en souvenir. Et traduire des auteurs, commencer par la traduction, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller en tout cas. Au niveau de l'alphabet, moi je trouve que c'est vraiment une étape en fait qui est très vite gratifiante. Alors je vais prendre que l'alphabet en écriture scripturaire, hein, l'alphabet bâton. En fait, il y a vraiment trois catégories de lettres. Il y a celles qui sont transparentes, c'est les mêmes en français et en ukrainien. Il y a des lettres qui sont totalement différentes. Souvent, elles sont issues du grec dans ce cas-là. Donc, si vous connaissez un peu l'alphabet grec, soit parce que vous avez fait suffisamment de maths, soit parce que vous avez fait du grec, ça va vous aider. Et puis, il y a quelques faux amis qui existent, qui sont des lettres qui ressemblent beaucoup à l'alphabet latin, mais qui en fait sont différentes en ukrainien. Typiquement, la lettre qui ressemble au P, bah, c'est le R. Ça aussi, ça fait du sens quand on connaît le grec, mais bon, ça peut être piégeant un peu au début. Du coup, je trouve qu'assez vite, il y a ce côté gratifiant de prendre un texte sur lequel il n'y a pas si longtemps que ça, on comprenait pas du tout ce qui était écrit. Et puis bah là, on commence à pouvoir déchiffrer. Et comme en effet, tout se déchiffre directement, il n'y a pas de subtilité comme en français ou en anglais de groupement de lettres qui se prononcent différemment ou quoi. Et ben, je trouve que c'est vite gratifiant de réussir à lire ce qui est écrit dessus. Je vais juste mettre l'écriture cursive à part. Ça, je sais pas si tu maîtrises l'écriture cursive. Moi, pour l'instant, ça reste l'équivalent d'un sismographe quand je le vois et donc je comprends rien du tout. Mais donc voilà, lui, il est un peu spécial. Il y a encore plein de lettres qui changent. Mais pour ce qui est Ouais. de l'écriture qu'on voit le plus souvent, en tout cas sur un ordinateur, c'est assez chouette, on arrive vite à s'y faire. Ouais, l'écriture cursive, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu choqué parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça différencie. Mais au final, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Voilà, entraînez-vous à écrire. Ça dépend, en fait, de votre besoin, en fait, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y en a qui veulent apprendre juste à parler ukrainien, etc., quelques phrases de temps en temps. Il y en a qui veulent vraiment apprendre l'ukrainien. Moi, je pense que savoir écrire, c'est fondamental lorsque vous voulez apprendre une langue, puisque vous allez pouvoir commencer à écrire des phrases, etc. Donc l'écriture cursive, c'est quelque chose qui est très dur, mais que je conseille puisque c'est très gratifiant comme l'alphabet au final après.
Quelles sont autres spécificités grammaticales que tu peux, Alexis, souligner en ukrainien? Ouais. Donc on a parlé des verbes, les différentes terminaisons des verbes. Le plus difficile, c'est pas les terminaisons des verbes et comment elles changent au niveau des verbes perfectifs, imperfectifs. Le plus difficile, ça va être pour moi les intonations. En tout cas, on va en parler un peu plus tard, mais les intonations dans les verbes aussi, c'est une difficulté qu'on ne mentionne pas assez souvent. C'est en fait, Tu veux dire où par tu mets exemple, l'accent? c'est Sur ça, quelle c'est syllabe? ça. En ukrainien, voilà, sur quelle syllabe on met l'accent, voilà, si, parce qu'en France, c'est toujours sur la dernière syllabe, voilà, on parle, c'est assez plat, etc. Mais l'ukrainien, c'est très mélodique. Et du coup, au niveau des verbes, en fait, selon chaque terminaison, par exemple, parfois, on va avoir la première terminaison du singulier qui va être, donc l'accent va être sur la deuxième syllabe, et la dernière terminaison du pluriel, ça va être sur la dernière syllabe. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Voilà, bon, après, les Ukrainiens vont vous comprendre. Voilà, c'est la fameuse. Les Ukrainiens vont vous comprendre si vous faites la faute, mais c'est pour tous mes amis perfectionnistes comme moi qui veulent apprendre, Ils sont apprendre étrangers, tout justement, parfaitement. parce que pour les Ukrainiens, c'est déjà merveilleux. Ouais, ouais. Aussi, les phrases longues. Ça, c'est très Ce que... littéraire, oui, Ouais. comme point. Ouais, Et, ouais, ouais, bah, et c'est en général, même quand on parle, on peut faire les phrases longues, comme les certaines écrivaines ukrainiennes. C'est- Notamment, tu as compris que je parle de Oksana Zabushko, peut-être. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, non, les phrases longues, c'est effectivement un peu plus littéraire. C'est pas une difficulté en particulier que j'aurais relevé sur la grammaire. L'essentiel de la grammaire, parce qu'il y a pas que des difficultés en grammaire. Les déclinaisons, moi, je pense que c'est assez simple. Une fois que vous comprenez le concept des déclinaisons, que vous comprenez le concept du génitif, du locatif, etc., je pense que c'est assez compréhensible, assez logique, assez simple. Les verbes, voilà, et on n'a que deux ou trois temps en ukrainien, ce qui est pas, enfin, on a trois temps, voilà, passé, présent, futur. Euh, mais on a voilà aussi perfectif, imperfectif. Mais c'est pas vraiment le plus difficile. En fait, ce qu'il faut faire, ce que je conseille de faire dans les fiches de vocabulaire, c'est d'intégrer des mots, mais aussi des verbes pour voilà commencer à construire des phrases et aussi intégrer des verbes dans le vocabulaire pour avoir vraiment un vocabulaire bien riche. Mais donc toi, dans ton exercice de traduction au quotidien, alors je parlerai surtout de si jamais tu fais la traduction ukrainien-français, c'est pas ce que tu fais forcément le plus, tu nous as dit, mais c'est quand même quelque chose que tu as déjà fait. Est-ce que tu as du coup cet aspect quand même de phrases ukrainiennes qui vont faire la moitié du chapitre, et puis bah, ça, si tu essayes de le traduire directement en français, assez vite, c'est même si voilà, Irina a parlé de Zabouchko qui y arrive plutôt bien, ça reste quand même pas notre façon d'écrire des phrases habituellement, Ouais. on préfère les phrases plus courtes. Ça, c'est pas ouais, c'est quelque chose sur lequel tu arrives à t'en sortir assez facilement. Ouais, alors les traductions de l'ukrainien en français, j'en fais quand même pratiquement tous les jours avec l'Ukraine Crisis Media Center, puisqu'on Mm. traduit du coup le bilan de la journée de l'invasion à grande échelle. Et dans ce cadre, en tout cas dans les textes que je traduis, dans ce cadre-là, c'est des phrases assez courtes, assez détaillées. Voilà, c'est assez technique puisqu'on parle de type de missile, on parle de type de char, etc. On parle de ce qui se fait. Et c'est un vocabulaire que je connais maintenant depuis 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Donc ça va. Au niveau littéraire, effectivement, il y a des difficultés, mais moi, je suis de l'école de ceux. J'essaie en fait, pour mes traductions, d'abord de traduire tout ce que je vois mot à mot. Voilà, ça, c'est ce que je fais le plus régulièrement. Quand c'est des textes littéraires, je traduis tout ce que je vois mot à mot. Après, je relis très bien le texte très précisément en ukrainien, et puis je reformule en français. En fait, je reformule euh, comme si, euh, comme si je lisais en fait le texte en français pour que ça ait du sens, pour que ça colle pas trop
littéralement au sens ukrainien pour que ça ait le même sens en fait, mais vraiment traduit en Pour français les au niveau de la Français. forme. Voilà, c'est ça, pour les Français. Mais je vais garder voilà certains termes ukrainiens dans mes traductions littéraires, bien évidemment, mais j'essaie d'adapter le plus possible à un public qui après ça dépend ce que vous traduisez, ça dépend qui va le lire, etc. Mais un public qui ne connaît pas forcément l'Ukraine et les écrivains ukrainiens. Du coup, il nous reste encore à parler de quelques anecdotes avant de conclure cette vidéo. Si tu as quelques anecdotes que tu peux nous raconter qui te sont arrivées pendant l'apprentissage de la langue ukrainienne, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des quiproquos un peu marquants que tu as pu vivre ou des surprises de vocabulaire, j'en sais rien, qui te reviendraient à l'esprit. N'hésite pas à nous les partager. Ouais, moi j'ai plusieurs situations, surtout en Ukraine, avec les russophones justement qui me sont arrivés. J'ai pas eu de problème en soi, mais une fois par exemple j'étais au Silpo, donc un magasin, un supermarché ukrainien très connu en Ukraine. C'était en 2019, je crois, et je faisais la queue pour, je voulais acheter des bananes et je dois peser mes bananes du coup au supermarché. Et je faisais la queue en fait derrière un homme assez baraqué, voilà, assez costaud, et il voulait acheter des oignons. Et du coup, le mot oignon en ukrainien, c'est tsebulia. Donc ça, c'est le mot en ukrainien, donc très important. Et je vois qu'il essaye de chercher sur la machine le mot en ukrainien tsebulia. Sauf qu'il commence à écrire tsebulia, il commence à écrire tibulia, donc avec le i et pas le e ukrainien. Il commence à écrire avec deux b, il commence à écrire avec deux l. Et puis moi, je dis excusez-moi, et puis je lui écris voilà voilà comme on l'a appris comme Tsebulia en ukrainien. Et il dit ah merci etc. Il me répond en ukrainien merci. Et après je vais voir mon ami, je lui dis mais c'est pas possible. Comment on dit en russe Tsebulia c'est Tsibulia c'est avec deux b. Et elle me dit look. Donc, Et j'ai cru qu'elle me parlait anglais. Je me suis dit, look, comme en anglais, quoi. Mais j'étais choqué, en fait. Et c'est ça qui m'a marqué. C'est à quel point, et des fois, ma femme, j'entends du russe, des fois, soit à Lviv, ça peut arriver, soit à la télé ou n'importe où. Et, euh, et je lui dis, mais c'est vraiment, enfin, les gens, ils blaguent pas. Enfin, moi, je trouve ça très drôle, en fait, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le russe. Et il y a des gens, voilà, qui me disent encore que l'ukrainien et le russe, voilà, c'est la même langue, etc. pas du Et, tout. et je vois la langue russe et des fois, il y a des choses qui me marquent, en fait. Il y a des choses que je trouve vraiment très drôles, même si la situation en soi n'est pas, voilà, très drôle, bien sûr, mais il y a des mots qui, voilà, ressemblent pas du tout. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, voilà, on me dit, ouais, mais bah, tu comprends l'ukrainien, du coup, tu comprends l'anglais. Bah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Et puis, à Mais l'époque, en c'est 2000, exactement cet effet aux gens que pour moi dans ma tête, parce que c'est automatiquement été incrusté dans nos têtes que par les propagandistes russes, que c'est ouais, pareil, c'est les mêmes, vous comprenez. C'est juste un dialecte un peu différent, mais Ouais, ouais, mais non. c'est ça. Et puis, non, mais en 2019-2020, quand j'ai rencontré ma femme, une fois, j'ai vu un texte en russe sur Internet ou dans la rue et j'essayais de le lire. Et ma femme, elle me dit, mais tu lis, enfin, vraiment, t'as un accent français quand tu parles russe. Parce que j'essaie de lire, mais je connais pas l'alphabet. hmm. J'arrive même pas à lire l'alphabet et j'ai vraiment, j'arrive pas. Et j'essayais à l'époque, hein, j'essayais pas d'apprendre le russe, mais j'essayais de faire tout de mon possible, voilà, pour essayer de lire, quoi. Mais non, non, finalement non. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours conforté dans mon idée à apprendre l'ukrainien. Et puis les gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs opinions, même s'il y a des gens qui parlent russe dans leur vie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui venaient, voilà, enfin, j'ai toujours eu des amis qui venaient plutôt des régions de l'Est, du Sud de l'Ukraine. Ils me disent, et ça m'avait beaucoup attristé à l'époque, ils me disaient, oui, mais t'es la seule personne à qui je parle ukrainien. Moi, un Français qui a appris l'ukrainien, je suis la seule personne à qui elle parle l'ukrainien. Et Ah oui. ça m'a vraiment frappé. Mais heureusement,
depuis l'invasion à grande échelle, beaucoup de gens se sont entre guillemets réveillés, beaucoup de gens se sont ont commencé à comprendre que la Russie était vraiment un ennemi, qu'elle attaquait, qu'elle avait aucune pitié pour les Ukrainiens, et beaucoup de gens et tous ces amis que j'avais avant, que j'essayais de convaincre de parler ukrainien à l'époque, et aujourd'hui ils parlent ukrainien, bien sûr. Donc finalement, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, si on veut un tout petit peu parler des géopolitiques, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est que les Européens, ils commencent à comprendre que la guerre, elle va arriver à leur porte, mais c'est quand elle sera à leur porte qu'ils Hmm, vont commencer à se dire, oui, bah, agir. c'est trop tard, il fallait le faire avant et à agir. Donc c'est un peu la même chose au final. C'est vraiment désolant, mais voilà, j'ai eu beaucoup de situations, de, de situations comme ça, mais la plupart du temps, voilà, tout le temps même, j'arrivais à me faire comprendre en ukrainien, etc. J'ai dû même j'ai fait beaucoup de permis de séjour, de visa, etc. J'ai essayé beaucoup de moyens, voilà, pour vivre en Ukraine, parce que on peut se dire, voilà, vivre en Ukraine, c'est sympa, etc. sur le papier, mais il faut faire tous les documents, il faut avoir une bonne raison de vivre en Ukraine. Euh, voilà, il faut vraiment avoir une bonne raison. Aujourd'hui, je suis marié avec une Ukrainienne, donc voilà, j'ai une bonne raison de vivre en Ukraine. Mais voilà, à l'époque, j'essayais de faire des visas, je devais aller au bureau des visas, etc. La plupart, en fait, des étrangers ici, ils prennent un avocat ou ils prennent quelqu'un qui va faire, voilà, un avocat de l'immigration qui va s'occuper de faire tous les papiers. Et moi, j'ai tout fait tout seul, permis de séjour temporaire, permis de séjour permanent, demande d'immigration, j'ai tout fait tout seul, Maintenant, mais c'est c'est très compliqué. un peu plus facile, Alexis, Ah avec les non, applications, non? C'est comme avant? non, 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 non. c'est vrai? Bah maintenant ça va. Ça va. Maintenant j'ai un permis de séjour permanent, donc valable 10 ans, renouvelable. Je suis immigré légal en Ukraine. Voilà, donc je suis officiellement immigré en Ukraine. Mais avant, à l'époque, quand je faisais des permis de séjour temporaires et même avec l'expérience, c'était tout aussi compliqué. C'est vraiment voilà. Si vous avez les moyens, prenez un avocat pour nos amis qui veulent partir en Ukraine. Mais maintenant, par contre, tous les actes administratifs, tu dois pouvoir passer par l'application d'IA et ça doit être assez simple, non? Ou tu as toujours une différence avec Dans les Ukrainiens là-dessus? Dans l'idée, oui. Hmm. Dans l'idée, ça devrait être comme ça. Sauf que, message aux Français qui nous regardent, qui veulent vivre en Ukraine. Attention si vous avez un deuxième prénom, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde en fait. Le problème, c'est que moi, je m'appelle Alexis Jules Audenay. Voilà, j'ai un deuxième prénom, comme voilà Mhm. pratiquement tout le monde ici. Et Mais tu j'ai dis, eu c'est mon tellement de patronyme. problèmes. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça. J'ai eu tellement de problèmes avec ça. Au début, une fois, j'avais fait un visa. Ils avaient pas mis le deuxième prénom et du coup, j'ai été en Ukraine. Un visa vraiment où il y a marqué Odoné Alexis. Et j'ai été en Ukraine. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas votre deuxième prénom, c'est pas vous quoi. Et du coup, il faut refaire le visa, il faut retourner là-bas. Et donc, c'était très compliqué. Et Ah. maintenant, avec DIA, donc l'application ukrainienne, c'est un peu plus facile. Donc là, ça va. Normalement, je suis en règle, j'ai tous les documents. J'ai même donc ma propre entreprise ici, etc. Je suis ce qu'on appelle FOP en ukrainien, donc auto-entrepreneur. En fait, sur DIA, j'ai mon permis de séjour permanent et j'ai en fait ma carte, la carte du payeur d'impôts en fait. Mhm. J'ai une carte avec mon numéro de celui qui paye les impôts, etc. Un numéro de taxe. Mhm. Voilà. Et en fait, sur cette carte, mon prénom donc, il y a marqué Alexis Jules Audonnet, sauf qu'il n'y a pas une virgule entre les deux. Et le problème, c'est que sur mon permis de résidence permanent, il y a une virgule, Mhm. puisque sur mon permis de résidence temporaire, il y avait une virgule, puisque sur mon visa, il y avait une virgule qui était obligatoire. Mhm. Et du coup, il faut que j'aille aux impôts. Voilà, je pense que ça se règle sans souci, mais ça fait longtemps que je remets ça. Et du coup, en fait, ma carte des impôts n'est pas valable sur DIA sur mon téléphone. Du coup, j'ai accès à aucun service. Ouais. Mais Dia, pour ceux qui ne connaissent pas, Dia, c'est ouais, l'application ukrainienne très, très, très
bien faite, je peux dire. Moi, je n'ai pas, mais je l'ai vu et c'est vraiment incroyable. Sauf pour les étrangers. Non, Oui, mais non, non, non. peut-être sauf pour les étrangers, oui. Si tout est en règle, franchement, il n'y a pas de souci. Déjà, ils ont ajouté le permis de résidence permanent. Donc là, par exemple, j'ai mon document. Je ne sais pas si on peut voir, mais Oui, j'ai mon on voit. document tout sur sur l'application, etc. Et là, voilà, on me met qu'il y a une erreur dans mes données, mais il faut que j'aille du coup aux impôts parce qu'en fait, j'avais changé sur Internet, mais sur Internet, ils acceptent pas la virgule. Et du coup, il faut que j'aille directement aux impôts pour régler ça. Ah, Bon, d'accord. j'espère que c'est réglable parce que je pense ne pas être la seule personne en Ukraine avec un deuxième Ouais, prénom. Euh, probablement. Est-ce que donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. c'est peut-être ce que nous, en France, ici, on essaie de faire avec France Connect? À une autre échelle. C'est pas la même chose, mais il essaye Il quand faudrait même. imaginer tous les services en gouv.fr, que ce soit même jusqu'à la poste, les impôts, votre profil, etc., qui sont mis dans une seule application, qui en plus est en train d'être open sourcée pour permettre à tout le monde de contribuer, de Ouais, l'améliorer et aux autres pays de l'utiliser. Donc là, il y a vraiment un aspect pratique. Et en fait, ce sont que des informations que le gouvernement avait déjà sur vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici cette application, ouais, elle n'est pas d'un point de vue sécurité, elle change rien parce que c'est déjà des choses qui étaient dans les bases de données du gouvernement, mais qui au moins sont représentées aux utilisateurs d'une manière simple, unifiée. Vous êtes dans la rue, un policier vous demande quelque chose sur un papier d'identité, vous pouvez l'avoir sur DIA. Le gouvernement veut faire passer un message, vous pouvez l'avoir sur DIA. Même lié ouais, en ce moment à tout ce qui est armé, il y a aussi des choses qui passent par DIA. Donc ouais. voilà, c'est une application très Mm. pratique pour les Ukrainiens. Comment on Il a y a passé? aussi, Oui, pardon. Oui. pardon, il y a aussi des sondages, par exemple sur d'IA, voilà, des sondages sur, ça peut être la vie commune ou n'importe quoi. Mais moi, je peux voter d'ailleurs au sondage. Et, et il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a des demandes en mariage. On peut faire une demande en mariage sur Voilà. DIA. Bientôt, la demande de divorce. Bon, c'est bien qu'il y ait juste la demande en mariage parce que Ouais. si la demande Mais de divorce, ça se fait aussi en un clic, ça va être compliqué. si je me trompe pas, le demande de mariage, justement, ils ont ajouté à cause de soldats, Oui, de militaires exactement. qui sont au Parce front. qu'il y a Oui. beaucoup de militaires qui sont au front, qui n'ont pas forcément l'occasion de venir voir du coup leurs épouses ou leurs époux. Et du coup, maintenant, on peut le faire directement sur DIA, ce qui peut permettre de faciliter un bon nombre de tâches administratives aussi pour les militaires. Donc, c'est une très bonne chose, ouais. Mm, mm. À préciser pour ceux qui en voient pas les, c'est pas juste une histoire de marier les militaires de loin, ah là là, c'est joyeux, c'est aussi pour le côté protection familiale, que si le militaire décède au front, eh bien, sa famille soit vraiment reconnue comme sa famille. Donc là, on est aussi Bien sur des sûr. choses qui peuvent être un peu, voilà, c'est pas juste faciliter des choses, c'est aussi permettre une vraie protection familiale à ceux Ouais, qui le méritent. les, les options sur DIA, c'est vraiment pas gadget, entre guillemets, c'est vraiment utile pour la vie des Ukrainiens. Il y avait aussi un programme à l'époque, avant l'invasion à grande échelle, d'envoyer des smartphones à beaucoup de personnes âgées qui ont pas forcément accès du coup à des smartphones pour leur permettre de se connecter à DIA. Et aujourd'hui, il y a des millions d'Ukrainiens qui sont connectés à cette application qui permettent de faciliter grandement les services administratifs. Mais généralement en Ukraine, moi, en tout cas, de mon expérience, au niveau administratif, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est juste que moi, j'ai tenu à tout faire tout seul, toujours en fait, et surtout que je suis parti de zéro, j'avais pas d'argent. Voilà, quand je suis arrivé en Ukraine, j'avais pas de travail, donc il fallait que je fasse tout en fait moi-même, les documents, etc. Même en France, mais la plupart, voilà, il y a beaucoup d'avocats qui existent. Il vous faut un justificatif de domicile, etc. Donc voilà, les Français qui veulent venir en Ukraine, écrivez-moi, moi avec plaisir, je vous aide. Wow, Gratuitement, hein, je parle de conseils, je suis pas avocat. c'est gentil. Oui. Comme Avec on plaisir. parle un petit peu des choses quotidiennes, toute notre vidéo, j'observe ton pull. Est-ce qu'il est ukrainien? Avec Bien deux. sûr, Oui, c'est ce que je me doutais. bien sûr. Avec deux, si que, les gens vont nous écouter en podcast avec sur le pull de Lexi, on voit deux pigeons qui symbolent aussi en Ukraine et en mondial de paix. Plutôt la colombe en général, hein, Ouais, qu'on pense surtout qu'elle est toute colombes, blonde, toute colombes, oui. blanche. Les fleurs qui sont de motifs ukrainiens, je me reconnais un petit peu, c'est des géométries. Et après, en bas, je vois pas. C'est aussi des fleurs, peut-être. En Ouais, bas, des il bouts. y a plus rien. Ah, Donc, c'est
Ouais, c'est des fleurs. C'est pas broderie, C'est- j'imagine. Si, si, c'est C'est brodé. En broderie. fait, c'est une marque ukrainienne qui s'appelle Gounia, qui est une Ouais. marque qui a vraiment qui fait vraiment des beaux vêtements et qui est apparu courant 2022, en tout cas qui est devenu populaire courant 2022. Et ils ont fait cette collection justement de pulls pour la Saint-Valentin. Et voilà, moi je porte de toute façon que des marques ukrainiennes depuis l'invasion à grande échelle. Voilà, il y a beaucoup de marques de vêtements ukrainiennes, beaucoup de marques de beaucoup de choses en Ukraine. Donc voilà, on Qui sont utilise très très bonne qualité. Il faut vraiment ouais, préciser ça, que il faut on peut préciser, ouais. être fier de la production ukrainienne. J'espère qu'elle va sortir à l'international parce que Ouais. vraiment la qualité, il est très bien. À des prix qui sont super Et intéressants. Donc oui, c'est les Ouais, prix ils sont raisonnables. Pour l'instant, ils sont beaucoup, beaucoup moins chers. On comprend pourquoi. Après, s'ils ouais. vont être international. Mais bon, c'est l'autre sujet que probablement on va aborder sur notre chaîne. Si on va avoir un invité qui parle de mode, etc. Si tu as des connaissances, Alexis, n'hésite pas à nous donner les Qui parle contacts. français et qui parle de mode, non, Oui, c'est malheureusement. vrai, il faut traduire. Je peux me déguiser, je peux mettre un chapeau et je peux parler de mode si vous voulez. Oui, après, pourquoi pas, on peut aborder juste le sujet comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a encore des anecdotes il y pour avait quand même finir? un point qu'on voulait. Bah, on s'éloigne un petit peu des anecdotes, mais je rebondis sur ce que tu nous as beaucoup dit au début, donc avec les anecdotes que tu avais sur le russe et le fait que justement ce sont deux langues un peu distantes. Je voudrais revenir sur une croyance justement qui est que l'ukrainien et le russe sont proches et essayer de donner quelques indices sur à quel point l'ukrainien et le russe sont au final plutôt distants, l'ukrainien et le polonais au contraire sont plus proches. En fait, il y a eu des travaux intéressants qui ont été réalisés pour essayer de donner une espèce de distance entre les langues. Et ce qui est intéressant, c'est que le chercheur qui a fait ça, il l'a fait à la fois pour l'ukrainien et ses langues voisines, mais il l'a aussi fait avec les langues latines, ce qui fait qu'on peut donner des indices qui permettent de s'imaginer à quel point l'ukrainien et le russe sont différents comparés au français, à l'italien, à l'espagnol, au portugais, etc., etc. Donc là-dessus, On va peut-être référencer, c'est ce lien que je t'ai envoyé dans le chat. Le chercheur s'appelle Konstantin Tishchenko, c'est le prof aussi dans l'Université nationale de Kiev. Est-ce que tu le connais peut-être Non, personnellement, non? pas personnellement, malheureusement. Voilà, donc j'ai trouvé l'information qu'il a fait cette recherche sur les langues, qu'il est polyglotte lui-même et que ce qui m'a surpris que la différence entre français et italien, elle est 30% et entre ukrainien et russe, c'est 38%. donc en fait, Donc, ce pourcentage, c'est une métrique qu'il explique comment il la calcule, hein. Donc sur il y aurait vocabulaire, forcément des choses qui peuvent être discutées parce qu'il y a plein de manières de comparer des langues. C'est des choses trop complexes pour être trivialement comparées, mais avec les métriques qu'il utilise, qui sont des métriques de linguiste, hein, il ne les sort pas de son chapeau, eh bien voilà, il y a beaucoup plus de différences entre le russe et l'ukrainien qu'il n'y en a entre le français et l'italien. Donc si vous trouvez qu'un ukrainien doit spontanément comprendre le russe, demandez à n'importe quel Français qui a déjà fait un tour en Italie s'il est capable spontanément de comprendre l'italien, et dites-vous que c'est encore plus dur pour l'Ukrainien de comprendre le russe ou vice-versa. et aussi, entre Exactement. Ukrainiens et Bélarusses, c'est 16%, Mm. donc très peu. Pour le C'est pour coup, ça que Ouais. je dis que ton choix était assez malin, que tu as choisi Bélarus, et que c'est vraiment très, très proche. c'est plus proche que Ouais. l'espagnol et le portugais, pour le coup, ces deux langues. Oui, espagnol et portugais, Ouais. et pourtant, ils se Le- comprennent. L'ukrainien et le bélarusien, c'est vraiment, enfin moi, pour avoir appris le bélarusien, c'est vraiment très très proche et Tu parles ça m'a beaucoup aidé. bélorusien? Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé. Juste pour finir mon cours de, enfin l'option que j'ai dû prendre de bélarusien. Après j'ai arrêté, hein, j'ai pas continué le bélarusien parce que malheureusement c'est une langue d'ailleurs en voie de disparition. Le bélarusien c'est Mm. très très triste, mais c'est, on parle plus ukrainien à Donetsk que bélarusien à À Minsk. Minsk. C'est ouais, ouais, c'est vraiment effrayant, même la jeunesse, etc. Avec le lavage de cerveau qu'il y a là-bas au Bélarus, c'est très effrayant. Mais c'est vraiment deux langues, l'ukrainien et le bélarusien, qui se ressemblent. En fait, si vous voulez, en termes de comparaison, moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Le bélarusien, c'est
de l'ukrainien, mais avec quelqu'un qui parle avec un fort accent russe. C'est comme ça que je, c'est comme ça que je vois en fait le bélarusien. Après, ils ont leurs propres mots aussi que, voilà, par exemple, ami en ukrainien, ça va être dro, donc un ami en ukrainien, et en bélarusien, ça va être siabr. Donc ça, c'est des mots, Oui, en c'est pas fait, il y a pareil. plusieurs racines. Il y a des racines qui viennent plutôt des pays baltes, Lituanie, etc. Parce que les Bélarusiens, historiquement, ils sont plus baltes que russes, voilà. Que ça me plaise ou non, c'est la vérité. Et il y a beaucoup de mots aussi qui viennent de l'ukrainien. D'ailleurs, avec ma femme, on avait été dans un village à la frontière entre le Bélarus, la Russie et l'Ukraine, dans la région de Tchernihiv. On avait été en 2021, fin 2021, on avait été dans ce village pour faire des recherches en fait pour l'université de ma femme. Elle faisait des recherches sur les différents dialectes en Ukraine. Et en fait, on a exploré du coup les dialectes dans cette région. En fait, ils ont des sonorités voilà, qui sont très proches du bélarusien, mais ça reste un village en Ukraine. C'est vraiment un des derniers villages à la frontière avec le Bélarus. Par exemple, ils vont travailler directement dans des villes comme Gomel au Bélarus, plutôt qu'à Kiev, qui est pourtant à 100 kilomètres et quelques, plutôt qu'en Ukraine. Mais Mm. c'est vraiment très intéressant d'aller dans ce genre de village. Et en Ukraine, il y a énormément de dialectes aussi, voilà, qui sont liés aux pays voisins de l'Ukraine, comme la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, même. Voilà, donc il y a beaucoup de dialectes dans ces régions-là, de l'ouest de l'Ukraine, du nord de l'Ukraine et même du sud de l'Ukraine, d'ailleurs, avec des dialectes qui sont plus proches des régions comme la Moldavie, etc., les dialectes en Moldavie. Ouais, c'est vraiment très, très riche en tous ces particularités et richesse de la langue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par cette vidéo, nos chers spectateurs? Apprenez ukrainien si vous êtes intéressé à des cultures de l'Est. C'est la culture très riche, la langue est très intéressante. Et surtout, préparez-vous au voyage. C'est tout à fait possible maintenant, à nos jours, malgré la guerre qui existe en Ukraine. Vous pouvez quand même voyager et visiter les Bien villes sûr. et apprendre cette culture. Il y a United 24 qui vient de sortir une petite vidéo de 3 minutes qui donne quelques conseils aux Mm. voyageurs en Ukraine. C'est très condensé. Ça vous dit quel moyen de transport, comment être alerté quand il y a besoin, notamment par rapport aux alertes, savoir s'il y a besoin d'aller se cacher ou pas. Plein de petites ressources sur si vous voulez aller en Ukraine, bah oui, allez-y, c'est possible. Et les petites astuces qui font que le voyage se passera bien. Donc, il faut que je la retrouve et on pourra mettre là aussi en lien cette vidéo Ouais. de United 24. Elle est en anglais, mais là aussi, c'est un anglais très basique. Il n'y a pas de difficulté. Ouais. Si vous avez un anglais basique, ça sera suffisant. Et deux dernières questions à Alexis. Ton premier plat ukrainien que tu as goûté, c'était quoi? Alors, c'est étonnant que je m'en souvienne, mais c'est les vareniki. Vareniki. Donc, Un ce, stream? ce sont des Avec quoi? skartoffel avec les pommes de Un pomme terre. de terre. Avec les pommes de terre, c'était justement lors de la rencontre avec les premiers Ukrainiens que j'ai rencontrés. C'était dans le cadre de volontariat. Il y avait une soirée spéciale où il y avait tous les pays. Et nous, on avait le stand de la France, il y avait le stand de l'Ukraine. Et moi, j'étais toute la soirée sur le stand de l'Ukraine parce que j'ai goûté ces varenik et j'ai adoré avec la crème fraîche. Alors que j'aime pas du tout normalement la crème fraîche, etc. Et je suis pas fan de cette cuisine un peu grasse et tout. Mais j'ai testé ça et je pouvais pas quitter le stand. J'ai passé toute ma soirée vraiment là-bas. Après, je suis pas fan des chocolats, etc. J'ai pas goûté les chocolats ukrainiens, mais la cuisine, en tout cas les vareniki, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'un Français s'intéresse à la culture ukrainienne? Ah ouais. La cuisine. Voilà. Ouais, c'est la Oui, tu vois religion exactement. française. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos spectateurs de lire ce qui a été traduit de l'ukrainien en français, donc des Ouais. écrivains et des poètes ukrainiens en français? Ouais. Alors, il y a
pas mal de livres qui ont été traduits, pas mal d'auteurs ukrainiens qui ont été traduits. Je parlais de Serhiy Jadan. Justement, plusieurs de ses livres ont été traduits par Irina Dmitrichin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très accessible, quelque chose qui parle beaucoup de l'Ukraine, mais à un public français. C'est vraiment Jadan. Il parle de l'Ukraine de l'Est. Il parle parce que lui, il est né dans la région de Luhansk à Starobilsk, si je ne me trompe pas. Et il a habité beaucoup à Kharkiv, donc ça parle beaucoup, enfin Kharkiv, ça parle beaucoup de voilà de l'est, nord-est de l'Ukraine, et c'est vraiment très très intéressant à lire. Ça se lit voilà pour ceux qui aiment la littérature vraiment très voilà littéraire, ça va être plus Shevchenko qui est vraiment une littérature très symbolique qui parle de l'Ukraine, du cœur de l'Ukraine. Il y a Lesia Ukrainka aussi. Enfin, il y a énormément d'auteurs. Oksana Zabushko qui est plus une littérature voilà assez féministe, assez vraiment sympa à lire aussi. Donc moi, les deux auteurs vraiment que je conseille, c'est Zabushko et Jadan. Mais surtout Jadan, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours pour apprendre l'ukrainien et aussi ça m'a fait voyager en fait. C'est la littérature qui fait énormément voyager dans l'est de l'Ukraine, donc ça va beaucoup plaire je pense. Et voilà, les traductions d'Irina Dmitrichin sont disponibles. Sans trop de soucis. Je conseille également pour les fans d'histoire les livres de Yaroslav Lebedinsky, Yaroslav Lebedinsky en français, qui est un historien franco-ukrainien, qui était d'ailleurs mon professeur d'histoire. Donc j'ai eu cette chance à l'INALCO, qui a écrit énormément de livres d'histoire sur l'Ukraine, notamment un livre qui s'appelle L'Ukraine en 100 questions, si je me souviens bien du nom. Il a fait une édition renouvelée à l'époque, après l'élection de Zelensky, il me semble 2019-2020, qui est un livre très très précieux pour comprendre l'histoire de l'Ukraine, puisqu'il répond en fait aux questions les plus posées en ce qui concerne l'histoire. Et c'est très très intéressant. Il a fait un livre aussi sur la Crimée que j'ai encore chez moi en France, qui s'appelle La Crimée des Taurs aux Tatars, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Mais un livre avec la carte de la Crimée. Il a fait des livres sur les Cosaques. Il est spécialiste de cette région. C'est un historien voilà formidable que je conseille à chacun. C'est des livres en fait très accessibles. Surtout l'Ukraine en 100 questions, c'est vraiment accessible à chacun. Et voilà, même si vous êtes que intéressé par la langue, surtout ne mettez pas de côté ce facteur historique qui est très important pour apprendre la langue ukrainienne. Et puis voilà, c'est ce que je peux conseiller, ce qui me vient à l'esprit en tout cas. J'espère ne rien avoir oublié, mais il y a énormément de livres. Si vous êtes en région parisienne et si vous passez par l'INALCO, vous pouvez aller à la Bulac, la bibliothèque de langue étrangère de l'INALCO, où il y a des milliers et des milliers de livres donc en ukrainien et en français sur l'Ukraine. Donc il y a un département Ukraine à la bibliothèque de l'INALCO, où il y a voilà énormément d'ouvrages sur l'Ukraine en français. C'est vraiment très riche. Donc si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas. Sinon il y a la librairie ukrainienne sur Internet, vous pourrez regarder qui livre partout en France des livres sur l'Ukraine, donc des livres généralement traduits de l'ukrainien au français. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas là-dessus. Je peux juste ajouter que maintenant, presque dans chaque ville et sûrement dans chaque grande ville de France, il y a les associations qui existent depuis beaucoup des associations qui ont commencé à exister après 2022. Et beaucoup de ces associations, ils possèdent leur propre bibliothèque. Oui, certes, c'est les bibliothèques avec les livres en ukrainien, mais aussi vous pouvez approcher vers ces associations et trouver des contacts et aussi trouver quoi à lire, parce qu'il y a des bénévoles qui est français dans le sein de ces associations qui lisent beaucoup en français parce qu'ils ne parlent pas ukrainien et ils peuvent vous aussi conseiller ou prendre tel ou tel livre. Voilà.
On te remercie pour ton temps aujourd'hui que tu as consacré pour cette vidéo et pour cette euh, tant d'informations avec tant de richesses que tu as partagées avec nous. Et je te laisse finir la vidéo. Donc voilà, bah Merci. merci à tous, merci Alexis. Peut-être donc une prochaine vidéo où on te mettra un masque pour que tu nous parles de mode de façon déguisée. Et Avec plaisir. voilà, n'oubliez pas de regarder les ressources en description, abonnez-vous, like, tout ça. Et puis parlez autour de vous de la culture ukrainienne, c'est important, surtout en ce moment. Voilà. Et Alexis, une, deux phrases pour les Français pour finir. Ouais, une phrase pour finir. Il ne faut pas obligatoirement aller en Ukraine pour apprendre l'ukrainien. Vous pouvez apprendre l'ukrainien en France, vous pouvez apprendre l'ukrainien partout où vous êtes. Et surtout, voilà, aimez l'Ukraine, soutenez l'Ukraine. Et voilà, soutenez-nous aussi, l'Ukraine Crisis Media Center. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Tous les liens seront en description. Et abonnez-vous à la chaîne de la culture ukrainienne. Merci beaucoup à tous. Merci et au revoir.